Rebonsoir et re-bienvenue à Vive la photo, une série qui fait en sorte qu'on apprend à devenir des meilleures personnes. Dans le fond, j'ai changé le concept, je suis devenu coach de vie. Intro, Lightroom, partie numéro 3. On est déjà rendu à la troisième partie du logiciel Lightroom. La semaine dernière, on a vu un peu une bonne partie dans le fond du module de développement du logiciel. Et là, on va continuer à descendre dans les options qui se trouvent dans le menu à droite dans le module développement du logiciel Lightroom. Il y a beaucoup de gens qui m'envoient des questions encore une fois pour me demander c'est quoi Lightroom exactement. On sait que tu l'as expliqué la dernière fois, mais on n'avait pas eu assez d'informations. Alors, je le répète pour ceux qui n'étaient pas là la semaine dernière. Lightroom a été découvert en 1708 par les Mayas. Et à l'époque, c'était pas un logiciel pour retoucher les photos, c'était un temple où on vénérait le dieu du maïs. Sur ces belles paroles, on va continuer avec Lightroom, partie numéro 3. Donc, on est toujours à droite dans le module de développement de Lightroom et on a plusieurs outils. Bon, la semaine passée, on s'est arrêté ici à présence avec clarté, vibrance et saturation. Donc ici à droite, vous avez le prochain petit module, c'est la courbe des tonalités. Moi, je trouve que la courbe des tonalités, c'est un outil qui est extraordinaire. C'est un outil qu'on peut retrouver aussi dans Photoshop, mais je le trouve pas assez facile à manier dans Lightroom. C'est un peu un substitut à contraste, point blanc, point noir, exposition et compagnie. C'est vraiment la même chose, donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Vous voyez ici, on a la couche et à droite, on a RVB, ça veut dire rouge, vert et bleu. Fait que ce que ça veut dire, c'est que si on joue avec ça, ça va jouer simplement avec la tonalité de la photo. Il n'est pas question de toucher aux couleurs avec RVB quand c'est sélectionné ici au niveau de couche. Vous avez ici courbe à points personnalisée. On peut en choisir un bon paquet quand on a des filtres dans Lightroom. Sinon, à la base, il y a ici linéaire, contraste moyen et contraste fort. Quand je mets contraste moyen, vous voyez, il y a un petit contraste qui s'effectue grâce à la courbe. Et quand je mets contraste fort, le contraste s'accentue nécessairement dans la photo. Donc, ça va nous servir un peu à jouer avec les tonalités. On peut aussi jouer avec cette courbe-là manuellement. Si je reviens ici à linéaire, on peut prendre par exemple le point blanc ici en haut, on peut l'atténuer ou on peut l'augmenter pour le rendre encore plus blanc en allant vers la gauche. Et même chose avec le point noir, on peut l'atténuer ici en l'augmentant vers le haut. Ou on peut tout simplement l'atténuer en l'envoyant, ou en fait l'augmenter en l'envoyant vers la droite ici. On peut juste enlever le clipping, comme ça. Vous voyez ici, il y a du bleu qui est arrivé dans l'écran. Si je clique ici, ça veut dire que dans les noirs, ça va me montrer où je perds des détails. Donc en augmentant les noirs comme ça, on voit que je commence à perdre des détails dans les coins. De cette manière-là, ça nous aide à nous situer quand on joue avec la courbe. C'est un petit peu compliqué honnêtement de jouer avec la courbe. Il faut y aller avec la souris, tout ça. Je trouve ça un peu difficile à manipuler. Je préfère aller jouer avec les outils ici qui sont en haut plutôt que de prendre la courbe et de la manier. Bien sûr, je peux mettre plusieurs points sur la courbe de cette manière-là. Pour jouer avec, je peux augmenter les blancs, diminuer les noirs et faire un plus gros contraste. Donc ça, c'est avant. Ça, c'est après. En passant, pour les gens qui se demandent comment je fais avant et après avec mon clavier, Shift et le Dash dans ce sens-là pour un Mac. Pour les PC, je sais pas. Je vais l'écrire dans les commentaires. OK, nice. Ou mon ami Nick, je sais, mon ami Nicolas Beauchemin va l'écrire ici, juste au bas de l'écran. Et voilà, beaucoup plus simple comme ça. Ensuite de ça, bon, mais la courbe des tonalités, on peut aussi aller jouer avec le rouge, le vert et le bleu, étant donné qu'en photo numérique, c'est les trois couleurs qui composent notre photo. Donc ici, je peux jouer avec le rouge, je peux en rajouter dans les hautes, en baisser, en fait en enlever ici dans les noirs, fait que ça nous fait des ombres qui tirent vers le vert. On travaille toujours en couleur contraire en photographie. Contraire de rouge, c'est vert, contraire de vert, c'est rouge, contraire de bleu, c'est jaune, et ainsi de suite. Donc ici, vous voyez que j'ai créé un effet assez dégueulasse sur la photo, mais c'est juste pour vous montrer comment ça fonctionne. Je peux augmenter le vert dans les tons moyens comme ça. Je peux aussi aller vers le bleu et le diminuer dans les tons moyens pour rajouter du jaune finalement. Donc il y a un paquet de choses qu'on peut faire avec la courbe comme ça. Je suggère de se servir de cet outil-là plus pour les couleurs que pour les tonalités. Pour ce qui est de la tonalité, honnêtement, on peut jouer ici avec ça de manière beaucoup plus précise, mais pour ce qui est des couleurs, on peut aussi aller jouer dans les couches, donc le rouge, le vert et le bleu, ou le laisser comme ça puis jouer avec sa tonalité. Donc je vais réinitialiser la photo comme ça et on va passer au prochain module. Le prochain module est super intéressant. Moi, c'est ça que je trouve le plus le fun dans Lightroom, c'est qu'on peut jouer très précisément avec les couleurs qu'on trouve dans la photo. Par exemple, dans cette photo-ci, bon, il y a pas mal une seule couleur qui est le rouge, il y a un petit peu de jaune ici qui se cache dans l'assiette. Donc, je vais aller vers une photo où il y a plus de couleurs peut-être, comme par exemple un coucher de soleil à New York. Ici, regardez bien. Vous avez trois modules différents dans ces outils-là ici. Il y a la teinte, la saturation
la luminance ou tout en même temps. Je préfère avoir tout en même temps, comme ça m'évite d'aller recliquer dans mon écran puis me servir de ma souris. Moi, je préfère quand je peux faire toutes les étapes les unes après les autres seulement avec mon clavier. Ça m'évite de faire des manipulations. Je trouve ça beaucoup plus rapide. Donc, je laisse les trois ici. Qu'est-ce que c'est la teinte? La teinte, quand on parle de couleur dans une photo comme ça va être la couleur de la couleur. Par exemple, on peut observer ici que dans le coin, j'ai pas mal de bleu dans le ciel. Je vais aller chercher le bleu ici, qui est juste ici, et je vais vous montrer qu'est-ce qui arrive quand on va de gauche à droite avec le curseur ici. Donc, si je l'envoie plus vers le vert, vous allez voir que le bleu, dans le fond, tout ce qui est bleu dans la photo va être affecté et va tirer plus vers le vert, ou le bleu-vert si on préfère être plus précis. Et si je l'envoie vers la droite, il va s'en aller plus vers le mauve. Donc, on va complètement changer l'ambiance de la photo. Même chose ici avec le jaune et le rouge qu'on retrouve dans cette partie-là ici où le soleil se couche. Regardez bien, si j'envoie l'orange plus vers le rouge, ça va devenir un peu plus rose. Même chose avec le rouge, si je l'envoie plus vers le rose, ça va devenir un peu plus rose. Encore une fois, photo avant, photo après. Vous voyez comme on a juste retouché à des couleurs qui étaient bien précises dans la photo et on n'a pas affecté tout ce qu'il y avait autour. Moi, je trouve ça extraordinaire quand on fait un portrait pour les tons de peau. Je vais vous montrer avec la photo d'Alexis ici. Les tons de peau sont exprimés en orange par Lightroom. Donc, si je m'en vais dans le module ici et que je vais à la couleur orange, je peux vraiment changer complètement la couleur de la peau d'Alex. Évidemment, je peux y aller vers un ton plus tu viens pas de la même planète que moi, ou ça fait beaucoup trop longtemps que tu es en mer, il faudrait que tu sortes du bateau parce que tu es à veille de dégueuler. Et aussi, on peut donner, avec la saturation, on peut complètement enlever la couleur de la peau comme ça, pour faire comme ça fait vraiment trop longtemps que tu n'as pas mangé de vitamine C. On exprime ici la maladie du scorbut, tout simplement dans l'écran. Ou on peut descendre encore plus bas et faire en sorte qu'Alex n'a pas pris sa douche depuis quelques temps et s'est ramassé une croûte dans la face, ou a plutôt opté pour le style geisha et s'est blanchi la peau pour avoir l'air plus noble. Donc, c'est des choses que vous pouvez faire dans les portraits. C'est vraiment un module qui est très intéressant. Moi, je m'en sers beaucoup pour mes photos de bouffe, pour ajuster certaines couleurs en relation les unes avec les autres, ou sinon des photos de paysage. J'aime bien faire des verts un peu désaturés pour les arbres. Je trouve ça bien intéressant. Un petit exemple ici pour la photo, je trouve que le jaune est peut-être un peu trop pétant, tire trop sur le jaune. Fait que je m'en vais sur le jaune ici. J'envoie ça un petit peu plus à gauche. Là, je l'exagère pour montrer mon propos, mais vous voyez, je peux descendre encore un peu. Disons que je fais ça comme ça. Et ici, de même, comme ça. Ça peut avoir de l'allure un petit peu. On peut même enlever un peu de jaune. On peut venir le rendre un peu plus foncé ici, comme ça. Vous voyez, ça, c'est la photo avant, photo après. Évidemment, c'est pas la plus belle photo du monde, mais c'est juste pour vous montrer un peu les choses qui sont possibles de faire avec ce module-là d'outils. Je trouve ça extraordinaire et même au lieu d'utiliser Photoshop, des fois, j'utilise que ça, puis ça me rend un très grand service. Tout de suite après, on a ce qu'on appelle le virage partiel. Le virage partiel va vous servir à mettre des couleurs dans certaines zones lumineuses de la photo. Par exemple, si on va dans les hautes lumières, on peut choisir ici en cliquant une couleur. On peut choisir des couleurs prédéterminées ou une couleur qui est déjà là. Disons que je voudrais refroidir un peu les hautes lumières dans cette photo-là, donc donner un aspect plus froid, plus bleuté aux zones qui sont très lumineuses. J'aurais qu'à choisir du bleu ici, soit en haut ou soit avec la pipette de cette manière-là. Je peux aussi choisir évidemment le pourcentage de saturation de cette couleur-là et l'augmenter un petit peu. Donc, évidemment, j'exagère les photos, là. C'est pas super beau ça, c'est juste pour vous montrer un peu qu'est-ce que ça donne. Regardez, ça c'est la photo avant. Ça, c'est la photo après. J'ai refroidi un peu l'ambiance en allant porter une couleur dans la zone des hautes lumières. Donc, vous allez pouvoir le voir ici, c'est écrit haute lumière. Puis en bas, ce qui est le fun des fois, c'est quand on fait le contraire avec les ombres. Donc, par exemple, je vais aller mettre du jaune ici un petit peu. Je vais descendre ça. C'est complètement affreux, soit dit en passant. Puis d'habitude, c'est plutôt l'inverse. On met du bleu dans les ombres puis du jaune dans les zones claires. Donc, vous voyez ici la photo avant, la photo après. Donc, j'ai seulement refroidi un peu la photo. Il y a moyen de faire ça aussi avec la température, mais par contre, ça peut devenir intéressant si on veut faire des effets vintage ou des effets de couleur dans les ombres, des effets vintage. Des effets vintage. Attention, on dit pas vintage, on dit vintage. V-I-N-T-H-U-C, c'est dit muet, D-S-H-G-E. Vintage. Si je descends un petit peu plus bas, on a le module détail. Ça, il faut faire attention. Naturellement, Lightroom va augmenter un petit peu la netteté de l'image. Moi, je trouve que c'est pas vraiment nécessaire. J'aime quand mes images sont très sharp à partir de ma caméra. Mais la caméra que j'utilise ou les caméras que j'utilise sont toujours très nettes. Quand je prends des photos, je m'arrange pour avoir un focus qui est bien fait. C'est arrivé une fois sur 1000 que j'ai retouché à la netteté sur mes photos que je mettais dans Lightroom. C'est une étape que je préfère faire dans Photoshop. Mais maintenant, avec la résolution des caméras qui augmente sans cesse, c'est pas vraiment nécessaire de faire des manipulations comme ça. On peut, par exemple, si on rétrécit le format de l'image ou des choses comme ça, si on manipule la résolution, augmenter la netteté. Mais normalement, sur des photos en RAW qu'on met comme ça, on n'a pas vraiment besoin d'y toucher. Si vous avez besoin d'y toucher, je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne. On peut augmenter le gain de la netteté.
regardez, la photo devient plus nette naturellement. On peut augmenter le rayon des pixels qui est touché, donc la texture va s'en trouver améliorée. Et ensuite de ça, le détail et le masquage, bon, c'est des trucs qu'on peut pour venir fine-tuner, si on veut, pour faire des réglages très très fins dans la netteté. Vous allez le voir ici dans l'écran, puis vous allez surtout le voir ici avec la petite fenêtre de détail. Vous pouvez prendre cet outil-là ici pour venir le porter dans le visage. Par exemple, si je veux voir par exemple la texture de la peau exactement là où j'ai fait le focus, donc en faisant avant et après, vous allez pouvoir voir c'est quoi l'effet sur les textures de peau, les textures de paysage, quoi que ce soit. Mais moi, je vous recommande de ne pas trop y toucher. Honnêtement, je trouve pas que c'est un outil qui est extraordinaire. Mais par contre, ça peut nous aider si on veut juste améliorer un petit peu la résolution puis mettre ça sur les réseaux sociaux tout de suite. Ça défait un peu la compression que Instagram et Facebook fait puis ça nous aide à avoir des photos un petit peu plus nettes. Ensuite de ça, réduction du bruit va nous servir à faire exactement l'inverse, donc à lisser un peu ce qui se passe dans la photo. Regardez bien si je l'augmente au maximum, à quel point la peau d'Herbie devient une lisse peau de jouvencelle vierge, étendue dans un pré en train de manger du miel avec Marie-Lou Biz de 3 fois par jour. Donc, on voit ici que la peau a été lissée davantage. C'est un petit peu weird. Je trouve que ça donne des peaux qui ont l'air d'être faites en plastique, mais juste, par exemple, si vous prenez des photos avec votre téléphone cellulaire et que vous les importez dans Lightroom, vous pouvez enlever un petit peu du bruit numérique qu'il y a dans les photos. C'est toujours intéressant d'y aller avec parcimonie, évidemment, comme chacune des retouches qu'on va faire dans le logiciel de Lightroom. En faisant ça, ça va vous donner un aspect un peu plus lisse. Des fois, quand on fait de l'architecture ou des choses comme ça, des paysages, ça peut nous aider, mais pour des portraits, ça peut devenir dangereux. On peut avoir une face qui a l'air d'être faite en plastique. Prochain module super intéressant qui s'appelle correction de l'objectif. Lightroom est en mesure de reconnaître la lentille avec laquelle vous avez pris une photo. Et ça, ce qui est extraordinaire, c'est que Lightroom va ensuite défaire la distorsion et le vignettage que cette lentille-là donne aux photos. Par exemple, ça, c'est la photo originale. Je vais réinitialiser juste pour être certain. On arrive à la photo originale. Et si je fais activer le profil de correction, ce qui arrive, regardez bien, il va reconnaître tout de suite la lentille que j'ai utilisée, Canon EF 50 mm f1.2L USM. Ça, c'est important de le dire par cœur, puis vraiment, vraiment vite, là. Tu sais, comme piano-panier, mais tu dis ça, puis là, le monde sont comme « Hey, t'es bon en diction! » Et il va reconnaître la lentille ici, puis il va appliquer, regardez bien ici, l'image avant et l'image après, il va appliquer une correction de l'objectif pour le rendre droit et enlever toute distorsion qui a été faite à travers cette lentille-là. Ça peut devenir intéressant. Moi, quand je shoot avec une 50 mm, j'aime quand ça arrondit un peu les coins. Donc, ce que je fais, étant donné que j'aime pas le vignettage, je viens ici, vignettage, je le laisse comme ça et distorsion, je l'enlève. On peut regarder ce que ça fait directement dans la photo. Regardez bien ça, c'est zéro distorsion. En fait, c'est avec la distorsion de la lentille et sans la distorsion de la lentille. Vous allez voir, le visage s'étire, les perspectives changent. Moi, je préfère quand la distorsion n'est pas touchée, mais qu'on enlève le vignettage naturel que la lentille fait sur les photos. Aussi, dépendamment de l'ouverture, ça change tout le temps. Si on est plus fermé, il y a moins de vignettage, évidemment. Puis si on est plus ouvert, il y en a un petit peu plus. Dépendamment de la vitesse à laquelle la lumière va passer dans l'objectif, on va augmenter ou diminuer l'effet de vignettage. Mais ça, ici, ça vient le régler naturellement. Puis il y a aussi une autre affaire qui est le fun. On peut supprimer l'aberration chromatique. Qu'est-ce que c'est l'aberration chromatique? Quand on prend une photo et que la lentille est très ouverte, normalement, Canon fait beaucoup ça. Sur les rebords des choses qui sont très fines, des détails fins, par exemple, regardez bien. Je vais m'approcher ici de la framboise et je vais vous montrer un peu. C'est pas énorme sur cette photo-là, mais quand même. Si j'approche un petit peu et que j'essaie de ne pas vomir parce que j'ai zoomé 14 fois sur la même affaire, si je m'approche un peu là, regardez, il y a du vert qui se crée autour des petits poils de framboise. Je ne sais pas si c'est ça le nom officiel, mais on peut voir que ça se crée. Regardez, si je passe la pipette dessus, elle va reconnaître du vert. En cliquant dessus, on peut faire disparaître cette couleur-là. Regardez bien, ça c'est avant, ça c'est après. Regardez, c'est disparu un petit peu. Avant, après. Donc, on peut supprimer toutes les couleurs comme ça qui se forment autour des détails fins dans la photo en prenant la pipette, en allant sur le vert ou sur le rose qui se crée en aberration chromatique et l'enlever complètement. Ça fait des photos qui ont l'air plus clean. On a des couleurs non existantes dans la vraie vie qu'on va supprimer de la photo. Ça peut faire un look un peu plus épuré, avec moins de couleurs là, qui sont castées un peu partout. Je trouve ça bien intéressant. Sauf si on shoot, par exemple, très très fermé, c'est des choses qui arrivent moins. Par contre, si jamais ça arrive, sachez que vous avez un outil pour l'enlever. Prochain petit module s'appelle transformation. Transformation, c'est un peu la version très poussée de correction de l'objectif. On va vraiment y aller manuellement sur tous les axes possibles pour transformer les perspectives de la photo. Regardez bien ça. Si je prends par exemple cette photo-là ici où une charmante demoiselle tient des kiwis dans ses mains, donc une scène qu'on voit au quotidien partout. Dans une affaire de mettre des œufs. En tout cas, ce qu'on peut faire, c'est vraiment transformer verticalement la photo. On peut donner un angle à la photo comme pour l'éloigner de nous ou pour l'approcher de nous. Donc, vous voyez comment on peut fonctionner de cette manière-là. Je vais remettre ça à 0. Ou on peut, d'une autre façon, le faire à l'horizontale comme ça. Donc, vraiment tasser la photo, vraiment la plier de tous les sens possibles. On peut lui faire une rotation.
on peut changer l'aspect complètement, donc l'étirer, l'allonger, la rendre plus mince. On peut aussi, l'échelle, la changer. On peut décaler sur l'axe des X et décaler sur l'axe des Y. C'est le fun parce que ça me rappelle mes cours de géométrie au secondaire où on faisait des translations, des homothéties puis des affaires comme ça dans un plan cartésien avec des micas, on faisait des réflexions. C'est un beau retour en arrière de le petit module ici de transformation. Prochain module s'appelle effet. Avec effet, on peut faire ce qu'on appelle un effet de vignettage. Le vignettage, c'est quoi? Le vignettage, dans le fond, ça vient du début de la photographie. Quand on avait des lentilles qui laissaient passer énormément de lumière, c'était seulement des tubes avec des éléments de verre à l'intérieur qui laissaient passer énormément de lumière. La lumière passait tellement rapidement qu'elle ne se rendait pas dans les coins de la pellicule qu'on utilisait pour faire réagir la lumière et ensuite de ça donner une photo. Donc, ça faisait une espèce de cercle assombri autour de la photo. Et avec effet, on peut donner cet effet-là. Regardez, on peut y aller vers le blanc autour de la photo ou tout simplement y aller vers le noir pour vraiment donner un effet de vignettage. On vient carrément là, concentrer la lumière en plein milieu de la photo. C'est un effet qui, je trouve, fait un peu cheap quand on en met trop. Puis il y a des gens qui ne sont pas d'accord, des gens qui trouvent ça super beau, puis étant donné que la photo c'est subjectif, ben, vous faites bien ce que vous voulez, puis c'est bien correct. Donc on peut, ensuite de ça, une fois qu'on a choisi de mettre la vignette autour, on peut jouer avec le milieu. On peut l'agrandir ou le rétrécir. On peut jouer avec la dureté du rond. On peut le rendre un peu plus ovale ou un petit peu plus serré là, dans les coins comme ça. Contour progressif va nous aider à augmenter ou à diminuer l'intensité du rond, comme là le rond est très très dur et là le rond est très très smooth. Et on peut jouer aussi avec les hautes lumières dans la vignette. Et ensuite de ça, on a grain. Il y a beaucoup de gens qui aiment ça rajouter du grain dans les photos. Le bon terme, c'est bruit numérique. Quand on parle de photo numérique, le grain, c'est quelque chose de physique qui s'ajoute sur une pellicule. Donc, c'est une réaction chimique qui se fait sur le papier. Puis, plus la pellicule était sensible, plus le grain était gros pour réagir mieux à la basse lumière. Donc, c'est pour ça qu'on appelait ça le grain. Mais maintenant, c'est du bruit numérique. Donc, en ajoutant du grain, regardez ce que ça donne si je le mets, mettons, à 100%. Là. On voit ici que la photo s'en trouve beaucoup plus granuleuse. Il y a des gens qui aiment ça, cet effet-là, parce que ça fait vintage. C'est la grosse tendance présentement dans les photos de mariage, dans les portraits d'enfants, des choses comme ça. Moi, c'est quelque chose que je me dis, ça fait longtemps qu'on a travaillé sur des appareils pour faire en sorte d'enlever toute forme de bruit numérique ou de grain. D'en remettre, je trouve que c'est de revenir un peu en arrière, mais ça, c'est ma position très conservatrice sur le sujet. Quand on shoot en numérique, on a du bruit. Quand on shoot à la pellicule, on a du grain. Donc, si vous voulez vraiment du beau grain, apprenez à shooter avec la pellicule. C'est beaucoup plus beau que de mettre du grain comme ça. On peut le contrôler. Regardez bien, avec la taille du grain, on peut augmenter la taille du grain. Si on voit dans l'écran comme ça, le grain devient plus gros. Puis, on peut aussi jouer avec la cassure, comme si on l'augmente plus et on augmente le grain au maximum. Regardez bien, ça fait vraiment quelque chose de un petit peu dégueu, honnêtement. Mais vous avez le plein contrôle sur l'image que vous voulez faire ici avec le niveau de grain. Vous avez toutes sortes de manières de l'arranger. Ensuite de ça, on a correction du voile. Si jamais vous faites des photos dans le brouillard ou des choses comme ça, vous pouvez venir utiliser correction du voile. Par exemple, si je le fais sur un portrait, on peut donner un aspect un peu plus voilé à la photo. Il y a des gens qui aiment ça, donner ce type d'effet-là à la photo. Moi, je trouve que correction du voile, honnêtement, je m'en suis jamais servi sur aucune photo. Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je sais que ça peut nous aider si jamais il y a du brouillard ou que la photo est un peu hazy, comme on dit, il y a une espèce de voile blanchâtre sur la photo. On peut venir le corriger avec ça en augmentant un peu les contrastes à travers l'outil correction du voile. Dernier module, et non le moindre, s'appelle étalonnage de l'appareil photo. Ça va servir à changer, transformer les couleurs à travers le code même de la photo. Dans le fond, moi, je shoot avec une Canon 5DS et des fois, je shoot aussi avec des caméras Fuji. Ces deux caméras-là ne font pas le même type de fichier RAW. Les fichiers de Canon sont toujours un petit peu plus rouges, les fichiers de Fuji tirent toujours un petit peu plus vers le vert jaune. Puis avec ça, on peut venir corriger certains défauts de l'appareil ou tout simplement transformer ce que l'appareil a vu. On peut voir ici qu'il y a différents processus, 2003, 2010, 2012, entre parenthèses actuelles. Moi, je pense qu'il est vraiment temps qu'il change avec les nouveaux écrans qui s'en viennent puis la technologie qui évolue. Il est vraiment temps qu'Adobe arrive avec un nouveau profil de couleur, un nouveau processus. Si on veut, celui-là date d'il y a 5 ans, mais c'est le plus actuel possible présentement dans le logiciel. Qu'est-ce que ça change si on change le processus? Bien, les couleurs ne réagiront pas de la même manière. Moi, je préfère prendre le dernier, le plus actuel. C'est celui qui fit le mieux aussi avec Photoshop et c'est celui qui va nous permettre d'avoir les meilleures couleurs quand on va vouloir un rendu sur le web. C'est tout pour moi aujourd'hui. La semaine prochaine, je vais vous montrer comment je passe à travers un portrait, un paysage et une photo de bouffe. Vous allez voir, je passe pas vraiment beaucoup de temps sur mes retouches dans Lightroom. Lightroom me sert à calibrer mes photos, à les arranger pour ensuite les amener dans Photoshop, puis faire une job de finition un petit peu plus précise au niveau des couleurs et des tons. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre. Je vous dis merci beaucoup. On se voit mercredi prochain à 20h. On finit ça avec Lightroom partie numéro 4. C'était le fun. Aujourd'hui, c'était le fun. Je me sentais bien, je me trouvais belle, je m'étais même pas mis de maquillage.